Alors, cet amendement vise à l'extension aux membres du Conseil économique et social d'une disposition que nous avons prise dans le cadre des parlementaires. Nous n'avons eu de cesse, au cours de ce long débat, autour du projet de loi, d'exprimer notre volonté d'étendre la question de la confiance dans la vie publique puis politique à toutes celles et tous ceux qui y participent, parce que nous pensons que ce débat doit engager plus largement que les parlementaires, députés et sénateurs, mais aussi les entreprises publiques et privées et tous ceux qui possèdent un pouvoir d'intervention dans la vie politique. Mais quitte à nous recentrer autour des sphères plus bornées de la démarche d'élaboration des lois, il nous semble essentiel de prendre en compte la situation des membres du Conseil économique, social et environnemental. Cette Assemblée constitutionnelle joue en effet un rôle essentiel dans l'élaboration de nos lois, dans la mesure où sa saisie est obligatoire pour les projets de loi de programmation à caractère économique, social ou environnemental. Des représentants et représentantes des principaux secteurs de la société y sont présents. Leur probité est donc une exigence politique légitime au même titre que celle demandée aux députés, aux sénateurs et aux sénatrices. Pour éviter que ce texte n'ait qu'une valeur cosmétique, comme nous le regrettions, en légiférant sur les pratiques des membres les plus visibles de nos institutions, ce qui est nécessaire, qu'il faut encadrer, rendre plus transparent, nous, mes chers collègues, pour éviter qu'il n'ait d'impact que sur la partie émergée de l'iceberg et épargne toutes celles et tous ceux qui concourent au déroulement ordinaire de la vie démocratique, nous proposons donc cet amendement qui vise à défendre l'attestation de satisfaction ou non de leurs obligations fiscales aux membres du Conseil économique, social et environnemental. Et en cette dernière discussion sur le débat, il nous semble encore possible de vous convaincre de voter avec nous cet amendement pour qu'il sorte au moins quelque chose d'avancé et de positif de cette discussion. La parole est à la rapporteure. Merci, Monsieur le Président. Concernant cet amendement que vous aviez déjà présenté en première lecture et devant la commission émettra le même avis, donc un avis défavorable. Non pas qu'il ne faille pas s'interroger sur les conditions à imposer aux membres du Conseil économique et social, mais comme vous le savez, ce Conseil va faire l'objet d'une prochaine réforme et il nous pense nécessaire d'attendre cette réforme qui définira le statut et leur mission, la mission de ses membres pour pouvoir leur imposer des obligations telles que vous le souhaitez dans votre amendement. Donc avis défavorable, mais vraiment sur une question plus de forme que de fond. Allez-y. Oui, Monsieur le Président, Madame la députée Obono, même réponse que Madame la rapporteure. Ce sera un point extrêmement intéressant, me semble-t-il, de la réforme constitutionnelle, que cette réflexion sur le Conseil économique et social et environnemental, avec l'idée qui a été annoncée par le Président de la République, à la fois d'en faire une chambre du futur, c'est-à-dire une chambre fondée sur la prise en compte du temps long, et une chambre également centrée sur la participation de l'ensemble des citoyens aux décisions publiques. Donc je crois que nous aurons là un lieu de réflexion, qu'à cette occasion, le statut des membres de cette chambre du futur pourra être revu. Donc avis défavorable. Merci Madame la Ministre. J'ai deux inscrits sur cet amendement, c'est Monsieur Bournazel et Monsieur Bernalicis, et après nous passerons au vote. Monsieur Bournazel. Merci, Monsieur le Président. Moi, je voterai cet amendement parce que s'il va y avoir une réforme constitutionnelle, on va s'intéresser aussi aux parlementaires, députés et sénateurs, notamment par la limitation du cumul dans le temps. Et je ne vois pas pourquoi, aujourd'hui, on ne pourrait pas traiter le cas du Conseil économique, social et environnemental. Et je trouve que l'amendement proposé est plein de bon sens et qu'il ne faut pas attendre, il faut le voter. Merci, Monsieur Bournazel. Monsieur Bernalicis. Merci Monsieur le Président. Je vois qu'on salue notre bon sens. Je pense que c'est une de nos caractéristiques dans cet hémicycle. Et je vous en remercie. Plus sérieusement, Madame la Ministre, avec tout le respect que je vous dois, je pense que vous faites une erreur sur le véhicule à emprunter. Vous nous l'avez souvent reproché, ce problème de véhicule. Et cette loi organique me semble être tout à fait la bonne pour étendre ces dispositions au Conseil économique, social et environnemental. Je pense qu'il faut manier nos arguments réciproques avec parcimonie
et avec discernement. Car on ne peut pas nous dire qu'il y a urgence à rétablir la confiance, à aller vite, à utiliser une procédure accélérée, et ensuite à nous dire qu'il faut prendre tout son temps. Encore une fois, soit il y a urgence, soit il faut prendre son temps. On ne peut pas prendre son temps dans l'urgence, c'est pas possible. C'est pas possible. Je pense que cet amendement est assez tranquille. Il pointe du doigt une problématique du fait que ce texte n'aille pas suffisamment loin. Je sais qu'au fond de vous, il y a, et au fond de nous-mêmes, une majorité dans cet hémicycle pour voter cet amendement. Et j'espère qu'elle pourra s'exprimer lors du scrutin public à venir. Je pense que nous ne prenons pas grand risque à étendre les dispositions que nous prévoyons pour les parlementaires au Conseil économique, social et environnemental. Ce serait un geste de plus de la part de la majorité dans sa capacité d'écoute, d'attention et d'intégration des amendements qui sont, rappelons-le, effectivement de bon sens. Merci. Merci, Monsieur Bernalicis. Nous allons donc procéder au scrutin et je vais mettre aux voix cet amendement numéro 24 qui a fait l'objet d'un avis défavorable de la Commission et du Gouvernement. Je vous prie de regagner vos places. Mes chers collègues, le scrutin est ouvert. Le scrutin est clos. Voici les résultats du scrutin. Nombre de votants 169, nombre d'exprimés 166, la majorité est à 84, pour 45, contre 121. L'amendement numéro 24 est rejeté. J'appelle l'amendement numéro 69 présenté par Monsieur Le Fur. Madame la rapporteure, je n'ai toujours pas de réponse à ma question sur les CSG. Alors moi je suis breton, donc entêté, je reviendrai très régulièrement. Et ça sera l'occasion de le dire durant tout l'automne, puisque nous aurons un débat sur la CSG de manière générale, et chacun pourra constater qu'on augmente la CSG pour les uns et on la réduit pour les parlementaires du fait des dispositions de votre majorité. Cet amendement numéro 69 a pour objet d'appliquer aux ministres les dispositions que vous appliquez aux députés. Vous créez pour les députés un quitus fiscal. Pourquoi pas, ça a sa cohérence, je ne suis pas fondamentalement opposé, mais à l'évidence, il faut l'appliquer aux ministres. Donc cet amendement, il duplique ce qu'on applique aux députés, simplement au lieu que ce soit le bureau de l'Assemblée ou du Sénat, c'est évidemment le secrétariat général du gouvernement, des dispositions de ce genre. À l'évidence, si vous ne le faites pas, vous montrez du doigt les députés et les parlementaires, en général, les sénateurs, et vous épargnez les ministres. On a beaucoup parlé des ministres ces derniers temps, de leur carrière passée, chez Danone, par exemple. Mais à partir du moment où on montre du doigt des gens, il faut qu'ils puissent se défendre. Et pour qu'ils puissent se défendre, il faut qu'ils puissent aussi avoir le quitus fiscal, comme nous l'aurons demain, mes chers collègues. Donc c'est simple, c'est du bon sens, et c'est un acte, me semble-t-il, salutaire, qui devrait faire l'unanimité de notre Assemblée. Merci, Monsieur Le Fur. Madame. Alors, je dois dire, Monsieur le Président, Madame la Ministre, chers collègues, je dois dire, Monsieur Le Fur, que le contenu de vos interventions, je le trouve un peu plus saillant que vos cravates, qui sont d'un goût, je dois dire, j'en ai discuté avec certains membres de l'administration, ils s'interrogeaient un peu récemment, mais je garderai l'anonymat. Non, plus sérieusement, c'était pour les membres qui étaient là ce matin, sinon vous ne pouvez pas comprendre. Plus sérieusement, nous voterons pour cet amendement. Pourquoi ? Parce que je ne vois pas ce que vient faire la CSG là-dessus. Je n'en trouve pas trace. Ce matin, on a eu effectivement une intervention de Marc Le Fur intéressante sur un point que nous n'avions pas vu les uns les autres, d'ailleurs, je dois dire, dans le projet de loi. Et nous voterons pour, tout simplement parce qu'il me semble naturel qu'à partir du moment où on réclame de la transparence, eh bien, cela soit également valable pour les ministres. Et pour répondre à Madame la Ministre sur l'idée que à quoi servirait de remettre dans cette loi quelque chose qui serait déjà dans d'autres lois, je vous fais remarquer qu'à certains moments, on nous a... Alors déjà, j'avoue que j'ai vu que Marc Le Fur s'interroge, donc il va peut-être répondre à ça. Mais de toute façon, dans ce texte, nous mettons à certains moments des choses qui sont déjà dans d'autres lois. Donc mieux vaut, à mon avis, le dire deux fois, puisque ce texte a pour vocation à rétablir la confiance dans la politique, et je ne vois pas pourquoi ce que nous dirions pour les parlementaires ne vaudrait pas pour les ministres. Merci. Merci, Monsieur Coquerel. Monsieur Bernalicis, vous avez la parole sur l'amendement numéro 25. Monsieur Coquerel. Nous proposerons une grande loi de moralisation de la vie publique. Elle comprendra l'interdiction pour les parlementaires d'exercer des activités de conseil parallèlement à leur mandat pour mettre fin au conflit d'intérêts. Bon, je pense que les
nos collègues d'En Marche connaissent ce texte, puisque c'est leur programme. Je pense que cet amendement, ou celui de Madame Batho, c'est un peu un amendement dernière chance sur quelque chose quand même qui saute comme le nez au milieu de la figure sur le manque dans ce texte, c'est-à-dire la question des conseils. Ça ne tient pas en effet de pouvoir dire qu'on s'astreint simplement à empêcher un député qui n'aurait jamais été fait une activité de conseil, une fois élu, de s'y mettre, entre guillemets, pardon, excusez-moi, ou de l'avoir fait depuis un an. Ça ne tient pas la route parce que, par essence, qui est le plus expérimenté pour justement être le plus efficace dans ce qui est quand même une influence au nom d'intérêts particuliers pour quelqu'un qui défend l'intérêt général, c'est évidemment quelqu'un qui a beaucoup d'ancienneté dans le conseil. D'autre part, on nous dit que, j'ai entendu dire de la part de certains collègues, c'était une façon d'ouvrir à la vie civile et au monde privé le mandat de député. Mais que je sache, ça ouvre surtout une inégalité. Chacun sait ici que des professions libérales, des gérants, des patrons peuvent peut-être décider qu'ils sont députés et moduler leur nombre d'heures en fonction de leur mandat. Mais pour quelqu'un qui est salarié dans le privé, qui plus est hors encadrement, c'est quelque chose de strictement impossible. Donc je pense, pour notre part, nous pensons que même si j'ai bien compris que c'était contradictoire avec l'activité de certains de nos collègues aujourd'hui d'En Marche, il faut faire une parenthèse dans ce type d'activité, le temps d'être député. Après tout, personne ne nous a demandé d'être député. Donc je m'adresse beaucoup à des membres d'En Marche dont je sais que certains partagent cet avis. Ils nous l'ont dit dans les couloirs, parce que c'est absolument une incongruité. Il est impossible de supporter qu'on traque le moindre revenu supplémentaire indu d'un député, mais qu'on autorise une mission de conseil pour des députés. Encore une fois, nous sommes en présence d'un amendement que nous pourrions qualifier d'amendement Macron. Puisqu'en réalité, nous n'avons fait qu'une sorte de copier-coller de son programme présidentiel. Et je me rends compte au fur et à mesure de nos débats qu'il ne disait pas forcément que des mauvaises choses. J'avais peut-être des a priori négatifs. Car il a déclaré dans la presse que son objectif n'est pas d'encadrer ou de limiter les conflits d'intérêts. Non, non, je reprends ces mots. Il a dit il faut éradiquer les conflits d'intérêts. On pourrait même le taxer de mélenchonisme aigu pour peu. Peut-être. Mais on parle de confiance. Confiance dans la vie politique. Que vaut la confiance quand la parole donnée n'est pas respectée ? Vous avez fait cet argument en commission et en séance en disant que vous avez été élu sur un programme, c'est normal que vous l'appliquiez, que vous votiez comme un seul homme pour appliquer votre programme. Un seul homme ou une seule femme d'ailleurs. Mais là, qu'en est-il enfin ? Il s'agit de défendre vos propres propositions. Nous voilà dans une position un peu inconfortable à devoir défendre vos propres positions. C'est quand même étrange. Alors on nous parle de problèmes constitutionnels. Décidément, on a un problème avec les véhicules. Va falloir que je travaille cette question de véhicules. Mais à ce moment-là, j'en reviens à cette discussion interminable que nous avons eue. Il fallait faire d'un seul et même coup la loi ordinaire, la loi organique et la loi à dimension constitutionnelle, évidemment. Alors, je vois qu'ici, ça questionne la question du statut de l'élu. J'ai entendu tout à l'heure Madame Forteza nous faire une belle intervention sur l'avenir du statut de l'élu, qui était quelque peu hors sujet, ma foi, puisqu'il n'en est pas question dans cette loi. J'espère qu'on y viendra, nous y viendrons. Nous proposons une 6e République avec une assemblée constituante. C'est une méthode. Mais sinon, peut-être pourriez-vous employer la méthode de Rugy, méthode somme toute assez efficace, et décider en bureau de l'Assemblée nationale que les activités de conseil seraient interdites pour les parlementaires, ce qui finalement nous arrangerait tous et vous permettrait de respecter votre programme. Monsieur Bernalicis. Merci. J'appelle l'amendement numéro 42 qui est présenté par Mme Batho. Notre amendement 42, franchement, chers collègues, j'espère qu'il va être adopté, puisqu'il interdit à un député de fournir des prestations de conseil à des gouvernements, entreprises publiques, autorités administratives ou toute autre structure publique étrangère. Nous avions eu le débat en première lecture et Madame la rapporteure comme Madame la garde des Sceaux avaient évoqué les dispositions de l'article LO 143 du Code électoral qui interdisent à un député d'avoir une fonction pour un État étranger. Le problème, c'est que cet article s'applique à la personne physique du député, c'est-à-dire qu'un député ne peut pas être nommé par un État étranger. Mais la personne morale d'une société de conseil, elle, rien n'interdit
qu'elles puissent travailler et avoir comme client une entreprise publique étrangère ou un gouvernement étranger. Il y a donc là un biais de contournement du sens des dispositions de l'article LO 143 du Code électoral. C'est la raison pour laquelle, avec nos collègues, nous présentons cet amendement numéro 42. Merci, Monsieur le Président. Effectivement, je pense que cet amendement est frappé au coin du bon sens, et même si on pourrait dire qu'il puisse y avoir des coopérations avec des pays étrangers, là on parle de fournir des prestations de conseil, on ne parle pas de coopération. Évidemment, la coopération est bienvenue, nous avons des tas de groupes d'amitié dans lesquels nous allons nous investir toutes et tous, et je pense que c'est une bonne chose. Il ne faut pas se tromper effectivement de bataille. Donc moi également, je donne un avis favorable à cet amendement, et j'espère que nous allons pouvoir voter toutes et tous ensemble dans une belle unanimité cet amendement bienvenu du groupe Nouvelle Gauche. Merci. Monsieur Potier, vous avez la parole pour l'amendement numéro 55. Et Monsieur le Président, je vais défendre, si vous voulez bien, pour qu'on gagne tous du temps, les 3 amendements qui suivent, puisqu'ils sont dans la même philosophie. Donc le 55, le 56 et le 57, dont Mme Untermaier est la première signataire. Que disent ces amendements? Ils reprennent la philosophie qui est la mienne depuis le début de ce débat. La véritable clarification suppose la séparation des activités, et en tout cas des rémunérations liées à ces activités. Alors j'avoue qu'il s'agit effectivement d'amendements d'appel qui ne sont pas apparemment dans la philosophie du projet de la majorité ou du gouvernement, je l'admets, mais je veux prendre quelques minutes pour développer cette idée. Il me semble qu'on a éclairci quelques zones grises grâce au travail de Delphine Batho, de Nouvelle Gauche et la coopération avec En Marche et le gouvernement sur ce sujet, mais que nous sommes loin du compte et que ces zones grises subsistent. Et la grande question, c'est la proximité entre la puissance publique et la puissance privée. Moi, j'ai été pendant 25 ans dans une entreprise, agriculteur, j'ai exercé un mandat de député et j'ai continué de temps en temps, si je reprends la proposition de notre collègue député, le week-end, et même, je l'avoue, parfois en semaine pendant les vacances, d'exercer mon activité. Par contre, je n'y ai attaché aucune rémunération. Zéro conflit d'agenda, zéro conflit d'activité. Il me semble qu'être député, c'est être à 100% pour la République. Et qu'on ne peut pas garder du temps ni pour un autre mandat électif et la rémunération qui lui est attachée, ni pour une activité professionnelle. La confiance qui nous est donnée, une confiance totale, et la rémunération qui couvre notre activité, notre indemnité plutôt, est suffisamment confortable, ou si elle ne l'était pas, il faudrait s'interroger pour les plus de 90% des Français qui n'accèdent pas à ce niveau de richesse. Donc si on veut rester dans la décence des moyens qui nous sont alloués et dans la confiance qui nous a été donnée, la seule mesure radicale, c'est que les 5 ans, les 10 ans, les 15 ans que nous consacrons à cette activité, nous nous détachions du lien financier à nos activités. Rien n'empêche, je connais déjà les arguments qui courent chez les Républicains traditionnellement, ils sont tous chirurgiens de haut niveau, ils doivent continuer à sauver des vies de par le monde en exerçant régulièrement. Soyons francs, vous pouvez le faire bénévolement, ça sera tout à votre honneur. Il en va de même pour d'autres responsables éducatifs ou sociaux, etc. Je ne reprendrai plus la parole sur les amendements si vous permettez. Donc, ma proposition est radicale. Elle bouscule. Nous sommes nombreux à l'avoir mis en œuvre. Nombreux, je ne sais pas, il faudrait faire l'inventaire, comme il faudrait faire l'inventaire des professions, des métiers exercés par les uns et les autres. Mais il me semble que nous gagnerions au moins à intégrer cette réflexion en vue d'un statut de l'élu et d'une réforme constitutionnelle. Plus de liens financiers, plus de conflits d'intérêts, 100% pour la République. On ne veut pas servir la République et l'argent. C'est ce que j'ai essayé de dire de bonne foi dans le débat général tout à l'heure. Donc ces propositions sont radicales. La première, l'amendement 55, invite à nous séparer de toute rémunération ou indemnité liée à un autre mandat électif. C'est la suite du non-cumul. J'espère qu'on votera le non-cumul dans le temps. On a eu le courage, dans le mandat précédent, de faire le non-cumul de certaines fonctions, mais on a gardé la possibilité pour un député d'être conseiller départemental, conseiller d'agglo ou conseiller régional. Je comprends que certains adorent le Grand Est, veuillent absolument servir leur métropole ou leur communauté de communes et leur département, mais qu'au moins cette passion soit détachée de toute confusion avec la finance et qu'ils acceptent qu'on plafonne non plus à 8 500 € le total des indemnités publiques, mais à 5 500 €. Franchement, c'est bien suffisant pour un plein temps. Enfin, en tout cas, tout le monde vit très bien avec ça, il faut l'admettre. Donc je propose de déplafonner de 8 500 à 5 500, c'est le premier amendement. Le deuxième est plus radical, c'est pas d'indemnité liée aux activités professionnelles, ce qui n'empêche pas de les exercer encore une fois avec passion et bénévolence. Et le dernier amendement sera un amendement de repli qui dit que comme aux États-Unis, on pourrait plafonner les indemnités liées à une activité professionnelle à 15% de l'indemnité maximale reçue par un élu de la République. Voici, mesdames et messieurs, la proposition que je vous fais en toute bonne foi. Monsieur Balanant, vous avez la parole.
Non, ce que nous a dit le député Potier, mais je suis assez d'accord avec vous. Hein. Je suis même complètement d'accord avec vous. Sauf qu'on voit bien aujourd'hui que, comme l'a dit la ministre, ça ne peut pas être dans cette loi, parce que ça pose des problèmes. Ça pose des problèmes qui sont au-delà de ce qu'on fait pendant le mandat. Ça pose le problème de comment on arrive à un mandat. Puisque si on est un professionnel de la politique, comme il y en a eu, et comme il y en aura encore, et c'est peut-être pas si mal qu'il y en ait un certain nombre aussi, peut-être des gens un peu spécialisés, il faut pouvoir ouvrir aux gens qui sont dans la société civile et qui ont envie à un moment de leur vie de partager leurs compétences, leur savoir pour notre République. Donc il y a la question d'avant, il y a la question du pendant. Effectivement, qu'un député ne fasse pas d'activité professionnelle pendant son mandat, je suis assez d'accord, et vu le rythme que nous avons aujourd'hui, je me demande comment c'est possible. Mais peut-être que les choses vont se calmer, je ne sais pas. Mais en tout cas, à l'heure actuelle, je pense que les choses, c'est difficile. Donc il y a cette question-là, et puis il y a la question de l'après. Puisque si on va dans une réforme constitutionnelle qui limite le nombre de mandats à 2 ou 3, 2 je trouve que ça serait bien, mais peut-être 3, ça peut être des périodes courtes qui coupent, mais qui nous laisse encore beaucoup de temps dans notre vie professionnelle. Donc tout ça, il faut le penser, parce que sinon, le risque, c'est quoi? Le risque, c'est qu'il n'y ait plus personne ne veuille faire de la politique, parce que c'est trop risqué, parce qu'on arrête sa vie professionnelle et après on est... Voilà. Bon, voilà. Donc moi, je suis d'accord avec vous, mais je pense que c'est un point qui est un point fondamental, et je rejoins Mme Untermeyer, on en a déjà parlé, ça rejoint la question du statut de l'élu. Et je pense que c'est un des chantiers de notre mandature. Si nous ratons ce chantier-là, le statut de l'élu, alors le statut, peut-être pas, la question de la pratique politique. Comment on arrive à la politique, Merci, comment on Monsieur exerce son Balamand. mandat et comment on passe après le mandat. C'est une question fondamentale. Merci. Monsieur Coquerel. Oui, Monsieur le Président, Madame la Ministre, chers collègues, cher Erwan, je trouve que votre intervention, quelque part, montre bien tout le problème de ce que nous sommes en train de faire. Parce que si je comprends bien, on est en séance extraordinaire, théoriquement, pour travailler sur la question, au départ, de la moralisation dans la vie publique. Je sais, le nom a changé. C'est quand même assez étonnant, ces lois dont le nom change à la fin, parce que finalement, on s'aperçoit les uns et les autres qu'on n'a pas fait grand-chose malgré tout. Et à chaque fois qu'on touche quelque chose d'absolument fondamental, qui touche là, pour le coup, la véritable défiance de nos concitoyens par rapport aux politiques, bon, et là, on nous dit, c'est pas le moment, c'est pas d'actualité, faut revenir à notre moment. Enfin, mais alors, dans ces cas-là, à quoi rimait cette réunion? À quoi rimait cette séance extraordinaire? Bien sûr qu'il aurait fallu parler du statut de l'élu. On n'aurait pas perdu notre temps à essayer de travailler, puisqu'on a travaillé dans le détail à certains moments sur des mécaniques pendant des heures et des heures et des heures sur la question uniquement de justificatifs de frais. Mais on aurait mieux valu parler là réellement des vrais problèmes. Parce que tout ce que propose comme amendement M. Potier, là, je vous assure une chose. J'ai entendu l'autre jour M. de Rugy, dans son discours lors du cocktail qui coûtait si peu cher, être en train d'expliquer que ça ne se faisait pas de dire que ça ne se faisait pas de dire que des députés souhaitaient des vacances. Mais alors, je ne sais pas si ça c'est populaire ou pas chez les Français, mais alors moi je vous dis une chose, on propose par référendum les 3 amendements de M. Potier, il y a une large majorité pour estimer que oui, quand vous êtes député, c'est normal de penser que vous ne pouvez pas avoir un autre mandat rémunéré et une autre activité rémunérée, et que personne ne nous a obligés à cette charge absolument extraordinaire qui est celle de représenter la nation. Et je ne comprends pas qu'est-ce qui nous empêche ici, puisque pour la plupart nous sommes nouveaux, puisque pour la plupart la quasi-totalité, en tout cas une bonne partie d'En Marche et la quasi-totalité de notre groupe, nous venons de la vie professionnelle, même si nous sommes engagés en politique depuis longtemps, je ne vois pas ce qui nous empêche de changer les habitudes, si ce n'est, nous dit-on, attention, ça risque de ne pas être constitutionnel. Mais depuis quand est-ce que la question de savoir si c'est constitutionnel ou pas prévaut sur notre souveraineté? Après tout, on verra. Merci. Donc je ne comprends pas pourquoi on met ça si on est tous d'accord. Je voulais revenir, y compris sur le fait que nous soutenons cet amendement, cet article de suppression, parce que nous nous y étions engagés dans notre campagne. Nous avons tous et toutes signé la charte anticorps qui demande la suppression de cette réserve. Donc non, l'opposition n'est pas unanime pour la préserver. Par contre, je pense que ce débat a mis en valeur, et nos collègues des Républicains notamment l'ont bien expliqué et exprimé, c'est l'état des associations, l'état y compris de certaines communes qui ont
besoin de ce saupoudrage, comme vous parliez, pas juste simplement pour des à côté, mais nous avons été aussi, et je pense que beaucoup d'entre nous ont déjà été interpellés par des associations qui ont besoin de ces quelques petites subventions voilà, qui nous demandent là aujourd'hui, tous les jours, de pouvoir bénéficier de cette réserve parlementaire. Et je pense qu'on a pu approcher, à notre sens, le cœur du débat qui va se poser. Notre collègue parlait effectivement du pouvoir discrétionnaire que donne cette subvention et que nous devrions nous en défaire parce que c'est un mode archaïque. Il me semble que d'autres faits du prince, si la majorité est cohérente, nous aurions pu nous en défaire dans cette loi, mais vous avez choisi de ne pas le faire pour le coup. Mais il me semble que nous avons aussi un pouvoir législatif. Il va être discuté plus tard en septembre, c'est sur la question du budget. Et il me semble que là, on verra, puisque tout le monde a l'air d'accord sur le fait qu'il y a un problème sur le financement des associations, il y a un problème sur le financement des collectivités, et je pense qu'on verra aussi du coup la cohérence de la majorité, je l'espère, et des Républicains à voter contre un budget d'austérité qui va encore plus appauvrir les associations, qui va encore plus mettre en difficulté les collectivités. Et effectivement, le saupoudrage par la réserve parlementaire ne suffira pas, mais un véritable budget d'investissement devra le faire. Et j'espère que nous verrons là une majorité qui prendra ses responsabilités. La parole est à Monsieur Lachaud. Merci, Monsieur le Président. Moi, je suis ravi d'entendre nos collègues des Républicains soutenir le tissu associatif de ce pays. Je voudrais juste rappeler que Valérie Pécresse, lors de son accession au pouvoir à la région Île-de-France, a baissé le budget des associations de 75 millions d'euros, soit quasiment la moitié de la réserve parlementaire dont nous parlons aujourd'hui, que dans les Pays de la Loire, le budget a été baissé de 10%, et je pourrais citer toutes les régions que vous avez gagnées en 2015. Donc, à partir de ce moment-là, il faut se poser la question de pourquoi toutes les régions, toutes les municipalités sont obligées de baisser le budget des associations. C'est bien évidemment parce que l'État refuse de compenser les transferts de compétences, parce que l'État baisse ses dotations, parce que, nous allons le voir, est-ce que l'État va compenser intégralement cette future baisse de la taxe d'habitation? Nous allons le voir. Et Monsieur Vuilletet, Monsieur Alauzet, vous expliquiez que la main magique du député, c'était terminé, c'était relégué au passé. Mais il faut que ce soit la même chose pour la main magique du président. Une personne qui décide de tout, tout le temps, c'est totalement dépassé, c'est moyenâgeux. C'est pourtant les institutions de la Ve République dans ce pays. Et donc, à un moment donné, il faut réellement passer à une Sixième République. Et avant même de passer à la Sixième République, mesdames et messieurs de la majorité, nous allons voter la suppression de la réserve parlementaire. Mais c'est votre responsabilité, en tant que majorité, de vous assurer qu'au moment de la discussion budgétaire, l'ensemble des collectivités territoriales puissent continuer à fonctionner correctement, puissent garantir l'égalité de toutes et tous sur le territoire, et que l'ensemble des associations de ce pays, qui représentent un tissu humain sans comparaison possible et qui sont indispensables à la bonne survie et à la bonne survie de notre société, bénéficient des budgets dont ils ont besoin pour survivre. Merci Monsieur Lachaud. La parole est à Monsieur Quatennens. Merci Monsieur le Président. Mes chers collègues, comme ça a été dit, nous sommes, parce que c'est dans notre programme, pour la suppression de la réserve parlementaire, essentiellement pour le caractère arbitraire qu'elle revêt, et nous le savons, et même si ces pratiques ne font pas légion, pour les pratiques clientélistes qu'elle permet à tout le moins. Pour notre part, nous avions dit d'ailleurs que si le gouvernement avait décidé de persister dans la pratique de la réserve parlementaire, nous aurions généralisé à notre initiative les jurys citoyens qui permettent de remettre directement aux citoyennes et citoyens le choix de l'usage de cette réserve. Une fois que l'on a dit cela et qu'on a expliqué quel était notre point de vue sur la réserve parlementaire, comment ne pas voir que vous rendez vous-même, par vos politiques, inacceptable à cet instant la suppression? Parce que, on l'a bien vu, au niveau de vos politiques budgétaires, vous poursuivez une politique austéritaire. Et on l'a encore vu avec les 300 millions de rabots supplémentaires aux collectivités, dont 46 millions vont toucher la politique de la ville. Donc c'est le tissu associatif qui va en pâtir en premier lieu. Et si le tissu associatif en pâtit, vous faites pour lui une traversée du désert. Et on le sait, le désert, ça peut déshydrater. Et quand on est déshydraté, la moindre goutte d'eau
peut permettre la survie. Donc vous rendez vous-même inacceptable à cet instant la suppression. Les collectivités territoriales ont déjà été beaucoup mises à contribution. Je profite de l'occasion pour dire qu'en focalisant uniquement sur les pratiques des parlementaires, votre projet de loi ne moralise rien ni ne rétablit la confiance en quoi que ce soit. Il en résultera une petite baudruche mal gonflée qui rate sa cible. Et puisqu'il s'agit de rétablir la confiance, je vous propose de commencer par dire la vérité aux Français. Appelons un chat un chat. Ce projet de loi n'est pas un projet de loi de rétablissement de la confiance. Si nous voulons rétablir la confiance, appelons-le comme il l'est. C'est un projet de loi dont je suggère que le nom soit projet de loi sur les tickets de caisse des parlementaires. Merci, Monsieur le Président. Moi, je voudrais revenir sur le terme de transparence, parce qu'on nous a argumenté un certain nombre de fois que finalement, maintenant, il n'y a pas de problème avec la réserve parlementaire, puisqu'elle est donnée de manière transparente. Bon. La transparence, c'est effectivement permettre d'accéder à l'information. Et on le voit, c'est sur Internet, vous pouvez trouver la liste des réserves, de la manière dont elle a été attribuée. Mais est-ce que pour autant, la masse des Français sont allés voir à quoi servait la réserve parlementaire? Des fois, mettre à disposition des fichiers, ça ne veut pas dire que tout le monde va aller les consulter et qu'on atteint l'objectif qu'on entend par transparence et que tout le monde en ait la connaissance. Par exemple, les documents budgétaires que sont les projets annuels de performance et rapports annuels de performance, qui, moi, me semblent être des documents déterminants, sont tout à fait transparents et accessibles au commun des mortels. Pourtant, est-ce que la masse des Français va consulter ces documents? Non. Vous le savez aussi bien que moi. Donc la transparence, ce n'est pas un gage en soi et un gage absolu. Parce que le problème, au fond, de cette réserve parlementaire, c'est son côté discrétionnaire. Et ce n'est pas mal en soi que ce soit discrétionnaire. C'est juste que ça pose un problème à partir du moment où la décision revient à une seule et unique personne, à savoir le ou la députée. Enfin, c'est vrai que cette discussion pose la question du rôle de l'élu. On a vu une intervention lors de l'examen de ce texte sur le rôle de l'élu par Madame Forteza, qui, à mon avis, cette intervention vient beaucoup trop tard. Ça aurait dû être l'intervention de départ. Mais si ça avait été l'intervention de départ, nous aurions dû amender le texte pour amener des nouveaux éléments et discuter véritablement du rôle de l'élu et du rôle de député que nous voulons voir à l'œuvre. Alors bon, moi je vais peut-être vous proposer une intervention de repli, parce que voilà, peut-être qu'il faudrait retirer cet article afin qu'on écourte les débats. Il peut y avoir un acte d'autorité du gouvernement, puisque c'est une réserve qui n'existe pas en tant que telle, un acte du gouvernement pour retirer cette réserve, ou alors une résolution qu'on voterait tous ensemble, ou peut-être la méthode de Rugy, qui semble assez rapide et efficace. Madame la Ministre. Amendement numéro 26, Monsieur Bernalicis. Merci, Monsieur le Président. Oui, bon, nous avons vu, et vous l'avez sans doute remarqué, que la manière dont est rédigé cet article 9 bis est sensiblement différente de l'article 9. De sorte à ce qu'on pourrait croire soit qu'il y a une volonté de ne pas mettre totalement fin à la réserve ministérielle, soit, encore plus pervers, qu'il y ait une volonté que celui-ci soit retoqué par le Conseil constitutionnel, de sorte à ce que la réserve ministérielle, celle du ministère de l'Intérieur, puisse perdurer. Donc, nous vous proposons la rédaction de l'amendement suivant, qui finalement clôt le débat et permet de confirmer, de s'assurer que nous sommes bien tous d'accord dans cet hémicycle pour supprimer la pratique dite de la réserve ministérielle. Voilà le sens de cet amendement et je sais que nous obtiendrons une majorité sur celui-ci. Et je vous remercie. Cet amendement, en fait, est issu des travaux en commission et d'une certaine interrogation, puisqu'il y avait une sorte de flou. Il avait été dit en séance, et j'étais présent, je m'en souviens bien, que seule existait une réserve ministérielle émanant du ministère de l'Intérieur. Sauf qu'il s'avère que cela n'est pas vrai, et qu'il y a des réserves ministérielles ou des crédits réservés dans d'autres ministères. Et donc c'est un amendement de précision pour être sûr et certain qu'il s'agit bien de l'ensemble des réserves, de l'ensemble des ministères qui sont bien concernés, et pas uniquement la réserve du ministère de l'Intérieur. Voilà, c'est donc un amendement de précision issu d'un certain flou entretenu, j'en suis sûr, absolument pas à dessein. Je vous remercie, Monsieur le Président. Madame la rapporteure.
Avis défavorable. Tout ce qui a été dit sur la réserve ministérielle lors de nos travaux en commission a été parfaitement exact. La ministre. Oui, avis défavorable, Monsieur le Président. Si l'objet de l'amendement présenté par le député est de supprimer l'attribution de l'ensemble des crédits par l'État, alors il faut supprimer le budget de l'État, Monsieur le député. Merci Madame la Ministre. Monsieur Bernalicis. Oui, au-delà de la remarque de la ministre, moi je remarque une chose, c'est que finalement ces crédits dits de la réserve ministérielle, en tout cas du ministère de l'Intérieur, sont aujourd'hui transparents. C'est-à-dire que vous avez la liste qui est disponible sur data.gouv.fr et on voit bien que la transparence n'est pas l'alpha et l'oméga de toute attribution de crédit. Par contre, là où je trouve intéressant l'intervention de mon collègue des Républicains, c'est que ce qu'on a pour le ministère de l'Intérieur, nous ne l'avons pas pour les autres ministères, qui ont aussi des pratiques dites puisqu'il faut peser ces mots, de réserve. Donc, peut-être qu'il serait intéressant, mais je mets ça note pour plus tard, de voir, pour avoir une transparence de l'utilisation des réserves, de la pratique dite de réserve des autres ministères. Au moins, ce serait un petit pas en avant et ça permettrait d'un peu étoffer le site data.gouv.fr qui mériterait de l'être d'autant plus. Merci. Bon, cet amendement, il sert pour on va dire les queues de crédit. On s'est dit que, quitte à supprimer les réserves, autant faire un bon usage des queues de crédit de 2017. Et on proposait, pour rétablir la confiance dans la vie politique, d'associer nos citoyens, ce que nous n'admettons pas pour 2018, puisque nous en supprimons purement et simplement la réserve. Nous pourrions quand même l'expérimenter pour la fin d'année 2017, à savoir de mettre en place un jury populaire national tiré au sort qui viendrait distribuer cet argent. Voilà, alors on nous a dit en commission, si je ne dis pas de bêtises, qu'on ne savait pas combien il restait de crédit. Donc, peu importe combien il en reste, ce qu'il reste en tout cas, nous souhaitons pouvoir mettre en place ce genre de dispositif. Et d'ailleurs, nous avons, pour faciliter les choses et éviter d'être retoqués par l'article 40, pour ne pas créer de charges supplémentaires, d'introduire une dimension de dématérialisation et que ce jury populaire puisse se prononcer sur des dossiers de manière dématérialisée, ce qui serait plutôt de bonne loi vis-à-vis des enjeux et des objectifs que se fixe la majorité et que parfois nous partageons, comme vous l'avez remarqué. Et donc j'espère que j'aurai toute votre attention sur cet amendement et également vos votes favorables. Merci. Nous allons passer aux explications de vote sur le texte. Et donc sur les explications de vote, Monsieur Bernalicis, vous êtes le premier à avoir la parole pour le groupe La France Insoumise. Vous avez 5 minutes. Merci, Monsieur le Président. Déjà, une première remarque, c'est que lors de cette deuxième lecture, des amendements ont été adoptés. Non, mais ça veut dire que si nous n'avions pas eu de deuxième lecture, ces amendements n'auraient pas pu être adoptés. Vous noterez... Non mais c'est sérieux, c'est extrêmement sérieux ce que je suis en train de vous expliquer. C'est-à-dire que le temps du débat n'est pas forcément un temps contraint où on est là à s'échanger des arguments superfétatoires. Il y a une vertu au débat qui est celle de grandir et d'améliorer le texte. Et il faut le remarquer. Comme quoi, la procédure accélérée n'est pas forcément la procédure qui permet d'avoir le meilleur texte. C'est un premier élément. Et vous n'applaudissez plus ? Non mais, de la discussion jaillit la lumière, comme vous le savez. Mais cette loi passe quand même à côté de son objectif. On le voit, la confiance est en berne. Et aujourd'hui, la confiance dans l'action du gouvernement et du président de la République se constate par les sondages d'opinion qui, visiblement, ne vous sont pas favorables. J'avais fait la proposition en commission que vous puissiez user d'arguments, parfois d'autorité, et de prendre vos responsabilités. Je dis vous, je parle de la majorité présidentielle, notamment sur la question de la réserve parlementaire, où nous aurions pu voter une résolution à l'Assemblée et dire que le gouvernement n'ouvrirait plus de crédit en loi de finances 2018. Évidemment, sur ce texte,
vous serez attendu au tournant sur la loi de finances initiale pour 2018, sur l'usage des crédits qui ne seront plus utilisés sur la réserve parlementaire, mais sur les crédits en général. Car vous l'avez bien compris, lors du débat sur la réserve parlementaire, au final, ce n'était pas un débat sur la réserve parlementaire, c'était un débat sur l'austérité qui s'abat sur les collectivités locales et sur le tissu associatif. On le sait, le nombre d'associations qui sont en difficulté. On le sait aussi sur la question de la politique de la ville. Ça a fait l'objet d'une question au gouvernement. La réponse a été, somme toute, assez étrange, puisqu'en réalité, des opérations pour lesquelles l'État s'est engagé, pour lesquelles les membres du corps préfectoral se sont engagés, ne pourront pas être honorées formellement avec des crédits de paiement. Bien que le ministre de l'Action et des Comptes publics ait dit le contraire. Et je vous prie de vous informer sur le sujet. Bref, cette loi organique, finalement, ce qui lui manque, c'est l'essentiel, c'est-à-dire la réforme constitutionnelle qu'on nous promet à l'automne, c'est-à-dire en réalité du contenu. Nous vous avions pourtant fait de nombreuses propositions pour gonfler cette loi, pour l'augmenter. Et je vous avais même dit en commission que, par ailleurs, ça vous aurait permis de différer la question de la réserve parlementaire tout en gardant une certaine forme de contenu à donner, à proposer à nos concitoyens et à nos concitoyennes. Alors, vraiment, nous pensons que nous sommes passés à côté de l'objectif. C'est une occasion manquée. Nous aurions pu questionner le statut du parlementaire et de l'élu en général. Nous aurions pu tracer les lignes d'une République rénovée. Nous aurions pu même, au fond peut-être, nous convaincre réciproquement que la méthode de l'Assemblée constituante était peut-être la bonne, celle d'ensemble, c'est-à-dire ensemble, pas nous ensemble en tant que parlementaires, mais ensemble en tant que parlementaires et citoyens, rénover en profondeur la vie politique, les modes de scrutin, les modes de financement, car vous avez mis le doigt sur quelque chose avec la Banque de la démocratie et le médiateur du crédit, c'est que l'argent est capable de pourrir la démocratie. L'argent est capable d'empêcher la démocratie. Mais nous sommes restés en retrait, comme si nous étions au bord du gué, sans pour autant oser nous avancer. Et c'est somme toute assez dramatique. Mais j'espère que de nombreux espoirs qui ont été suscités dans cet hémicycle par la majorité sur des missions d'information que nous jugeons pour l'instant dilatoires, dans des manœuvres dilatoires, j'ai vu que beaucoup d'entre vous y croyaient vraiment. Mais tant mieux, tant mieux. Et j'espère que ces missions iront jusqu'à leur terme et que vous ne vous verrez pas, vous, majorité, opposer des arguments dilatoires qui consisteraient à dire que ce n'est pas prévu à l'agenda et que ce n'est pas à l'ordre du jour. Alors, je vous le dis encore à nouveau, osons, c'est le moment de faire ce genre de politique. Merci. Merci, monsieur Bernalicis.